Je m'appelle Tristan Ward, j'ai 32 ans, un simple serveur dans un petit café près du port de Seattle. L'endroit s'appelle Harbor Light, en plein cœur du front de mer où la brise marine salée s'infiltre par les fenêtres en verre chaque fois qu'un navire accoste. Ma vie était simple. Me réveiller tôt, préparer le café, servir les clients, puis rentrer à la maison retrouver maman. Pas de grands rêves, juste assez d'argent pour payer les factures et la rendre heureuse. Ma mère, Renée, était tout pour moi. Elle m'a élevé seule, ses mains calleuses après des années de travail à la blanchisserie. Je ne lui ai jamais posé de questions sur mon père. Elle disait qu'il était parti il y a longtemps, et j'ai appris à l'accepter. Mais parfois, je regardais le tatouage sur son poignet, 2 anneaux entrelacés comme le symbole d'une promesse brisée, et je me demandais si sa vie avait autrefois contenu quelque chose de plus beau que cela. Ce matin-là, le ciel de Seattle était de son gris habituel avec une légère bruine qui faisait briller les rues. Le café était plus animé que d'habitude, les rires se mêlant au bruit de la machine à café et à l'odeur riche des grains torréfiés qui emplissaient l'air. J'essuyais le comptoir, vérifiant que les tasses étaient impeccables, quand la cloche de la porte a sonné. Leonard Baxter est entré, pile à l'heure comme toujours. C'était le client le plus régulier du café, s'asseyant toujours à la table du coin qui donnait sur Elliott Bay. Il commandait un café noir, sans sucre, rien d'autre. Il restait simplement assis là, silencieux, à regarder la mer comme s'il méditait sur le monde entier. Je savais qui il était, bien sûr, qui à Seattle ne connaissait pas Leonard Baxter, le titan des industries de la défense et de l'énergie, propriétaire de Baxter Arms, un empire massif produisant des armes et des technologies énergétiques. La presse l'appelait l'homme d'acier, froid, réservé, souriant rarement, et jamais du genre à faire la conversation. Il avait environ 70 ans, avec des cheveux blancs comme neige et un visage ciselé gravé de rides profondes dues à des décennies de pouvoir. Il portait un costume noir impeccable, mais semblait toujours seul, comme si le monde entier ne pouvait combler le vide en lui. Je me demandais souvent pourquoi un homme aussi riche choisissait ce petit café plutôt que des endroits plus chics. Peut-être pour le calme ou le café amer que nous préparions à la main. Quoi qu'il en soit, je le servais avec soin, n'osant jamais être indiscret. Juste un signe de tête et la boisson. Ce jour-là, j'ai préparé son café comme d'habitude. Des grains éthiopiens à torréfaction moyenne, versant l'eau chaude lentement pour préserver la saveur. La tasse était brûlante, des volutes de vapeur s'élevant. J'ai porté le plateau à travers la salle bondée. Le café était plein, les voix fortes, quelqu'un faisant une blague sur le temps de Seattle. Je me suis faufilé dans l'allée étroite, pensant que ce serait juste un autre jour ordinaire. Mais soudain, un client, un homme grand et costaud qui se précipitait pour payer, m'a bousculé. Fortement. Le plateau a basculé violemment, et le café noir s'est renversé sur la veste de costume de Monsieur Baxter. Brûlant, noir comme de l'encre, s'étalant comme une tache massive sur le tissu coûteux. Mon cœur a sombré. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé, monsieur. Je ne voulais pas, ai-je balbutié, le visage rouge de honte, posant rapidement le plateau et sortant un chiffon de mon tablier. Le café est devenu plus silencieux. Quelques têtes se sont tournées. Monsieur Baxter était assis là, la veste trempée, mais il ne s'est pas mis en colère. Il a juste esquissé un léger sourire, rare et étrangement doux, et a dit d'une voix profonde et chaude, « Ce n'est rien, jeune homme. Ce n'est que du café. » Il a enlevé sa veste, l'a accrochée à la chaise, et a retroussé la manche de sa chemise pour essuyer le reste du liquide. Et à ce moment-là, alors qu'il retroussait sa manche, je l'ai vu. J'ai vu le tatouage. 2 anneaux entrelacés. L'encre noire s'était estompée avec le temps, juste sur son poignet, identique, exactement comme celui sur le poignet de ma mère. Je me suis figé, la bouche sèche, le cœur battant comme s'il allait éclater. Ce n'était pas possible. C'était le tatouage que maman avait depuis sa jeunesse. Elle disait que c'était le souvenir d'un vieil amour, un vœu oublié depuis longtemps. Je n'avais jamais vu personne d'autre avec. Le tatouage, ai-je balbutié, la voix tremblante. C'est exactement comme celui de ma mère. M. Baxter a entendu cela et s'est soudainement arrêté. Ses yeux se sont écarquillés, son visage a perdu toute couleur, passant du calme au choc profond comme s'il avait été poignardé. Sa main tremblait, ses lèvres bougeaient sans un son. Je pouvais voir qu'il essayait de parler, mais les mots s'étranglaient dans sa gorge. Le café semblait se figer. Le bruit lointain des vagues d'Elliott Bay résonnait faiblement.
Je ne comprenais rien, ressentant seulement une vague appréhension monter. Qui était-il? Pourquoi ce tatouage identique? Et puis, comme une digue qui cède, des émotions refoulées ont explosé. Il s'est effondré à genoux sur le sol, juste devant moi. Des larmes coulaient sur les vieilles planches de bois, à la stupéfaction de tous. Le café est tombé dans un silence complet. Pas de voix, pas de tintement de tasse, juste sa respiration saccadée. Mon fils, a-t-il murmuré, la voix brisée, ses bras agrippant mes jambes. Je suis resté figé, ne comprenant pas ce qui se passait. Mon cœur battait à tout rompre, mon esprit tourbillonnait. À ce moment-là, je n'ai ressenti qu'une seule chose. Ma vie avait changé pour toujours, comme si un secret du passé avait été traîné à la lumière, et je n'étais pas prêt à y faire face. Après ce moment, tout le café est resté stupéfait, comme si le temps s'était figé. Madame Martha, la propriétaire, est sortie précipitamment de derrière le bar, le visage pâle, demandant frénétiquement, « Tristan, que se passe-t-il? Monsieur Baxter, ça va ?» J'ai essayé de l'aider à se relever, mes mains tremblant en touchant son épaule. L'épaule d'un homme puissant, maintenant frêle comme n'importe quel vieil homme ordinaire. Il s'est relevé avec difficulté, a essuyé ses larmes avec sa manche, puis m'a doucement fait signe de m'asseoir à la table voisine. Son visage était encore rouge, mais sa voix essayait de retrouver son calme. « Assieds-toi, mon fils. J'ai besoin de te poser quelques questions. » Je me suis assis, mes jambes comme de la gelée. Le café a recommencé à bourdonner, les chuchotements se propageant comme des vagues. Quelqu'un a pris des photos, quelqu'un a passé des appels, mais je m'en fichais. Monsieur Baxter m'a regardé, ses yeux profonds et scrutateurs comme s'il fouillait dans ses souvenirs. Il a demandé lentement, mot par mot, d'une voix tremblante, « Ta mère? Comment s'appelle-t-elle » J'étais surpris. Pourquoi demander ça? Mais ensuite j'ai pensé, peut-être à cause du tatouage. J'ai balbutié. Renée. Renée Ward. C'est ma mère. Juste ça, mais mes mots ont été comme une bombe à retardement. En entendant le nom, son cœur a semblé se serrer. Son visage ridé s'est brièvement illuminé, une étincelle d'espoir dans ses yeux troubles, puis rapidement enveloppé d'une douleur accablante. Il a soupiré lourdement, la voix étranglée par l'émotion. Renée, mon Dieu, ma Renée. Il a serré ma main fermement, la sienne froide et tremblante. Je dois la voir maintenant. Tout de suite, mon fils, emmène-moi la voir. Son plaidoyer était désespéré, comme si ne pas la voir le tuerait sur le champ. J'étais déconcerté, l'esprit en plein chaos. Comment connaissait-il ma mère? Que s'était-il passé entre eux? Mais en regardant dans ses yeux, plein de désespoir et de regret, j'ai réalisé que quelque chose de sérieux, plus profond que je ne l'imaginais, s'était produit. J'ai hoché la tête, la voix faible. D'accord, je vous y emmène. Nous avons quitté le café sous des regards curieux. J'ai pris ma vieille voiture, une Ford des années 90, peinture argentée délavée, moteur grondant bruyamment au démarrage, garée sur le parking du port. M. Baxter s'est assis sur le siège passager, silencieux, les yeux fixés sur Elliot B comme d'habitude depuis le café. J'ai conduit, les mains crispées sur le volant, le cœur agité. Le trajet du centre-ville de Seattle à Fremont n'était pas long, mais ce jour-là, il m'a semblé interminable. La pluie tombait plus fort, les essuie-glaces claquaient, la radio crépitait avec des nouvelles économiques, mentionnant Baxter Arms, son entreprise. Je lui ai jeté un coup d'œil. Il serrait les poings, les lèvres serrées. « Vous connaissez ma mère ?» ai-je demandé, essayant de briser le silence étouffant. Il a juste hoché la tête, la voix basse. « Plus que la connaître, mon fils. Elle était tout pour moi. » Fremont est apparu. Un quartier artistique avec des graffitis et de petits bars, mais notre appartement se trouvait dans un coin plus calme et plus pauvre, avec moins de charme bohème. Un T2, des murs humides, des planchers en bois qui grincent. Nous l'avions loué depuis que j'étais petit, et maman l'avait transformé en foyer avec de vieilles photos et de petites plantes en pot. Ma mère, Renée Ward, 60 ans, était une femme forte et travailleuse. Ses cheveux étaient striés de gris, toujours soigneusement attachés, ses mains calleuses après 30 ans de travail à la blanchisserie. Elle était forte, pleurait rarement, mais ses yeux portaient une profonde tristesse. Elle était mon pilier, m'enseignant que la vie est dure, mais que nous devons vivre avec bonté. Ce jour-là,
elle était à la maison, probablement en train de laver le linge pour des clients ou de faire du thé et de lire, sa routine quotidienne. Je me suis garé devant, la pluie battant son plein. Monsieur Baxter est sorti, son costume trempé, mais il s'en fichait. J'ai frappé, le cœur battant. Maman, je suis à la maison. Il y a un invité. La porte s'est ouverte. Maman se tenait là dans son vieux tablier, tenant un torchon. Elle m'a regardé, puis a regardé Monsieur Baxter et s'est figée. Son visage est devenu blanc comme si elle voyait un fantôme. Le torchon a glissé de sa main, tombant au sol. Léonard, a-t-elle murmuré, la voix étranglée par un mélange d'émotion et de haine. Ses yeux ont brillé de colère. Puis des larmes ont monté. Dehors. Tu n'es pas le bienvenu chez moi, a-t-elle crié, la voix brisée, le repoussant. J'étais paniqué. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Qui est-il? Je l'ai tenue, essayant de la calmer, mais elle tremblait, les larmes coulant. Monsieur Baxter se tenait dehors sous la pluie, les yeux baissés, silencieux. La scène me tordait le cœur. Nerveux, effrayé, la curiosité montant en flèche. Que s'était-il passé entre eux? Pourquoi une telle haine? J'ai tiré maman à l'intérieur, j'ai fermé la porte, mais Monsieur Baxter est resté comme un fantôme du passé. Maman, calme-toi. Il m'a appelé mon fils. Mes mots l'ont arrêté. Elle m'a regardé, puis a jeté un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte vers lui. Après un moment, elle a soupiré, a essuyé ses larmes. D'accord. S'il est là, fais-le entrer. Mais n'attends pas de pardon. J'ai ouvert la porte, j'ai offert une chaise. Monsieur Baxter est entré en silence, les yeux fixés sur le vieux plancher de bois humide avec ses fissures de plusieurs années. Elle s'est assise en face, les mains crispées, les larmes tombant tranquillement. L'air de la pièce était lourd, prêt à exploser. Je me suis assis entre eux, déchiré, ne sachant que faire. Après un moment, quand maman s'était un peu calmée, elle m'a regardé, la voix plus stable mais toujours tremblante. Mon fils, si on en est arrivé là, je ne peux plus le cacher. Je vais tout te raconter. Elle a pris une profonde inspiration, puis a commencé, la voix lente, comme si elle tournait des pages douloureuses. C'était il y a 30 ans, un bel amour écrasé par le pouvoir et la trahison. À l'époque, elle avait 30 ans, une femme tranquillement belle et résiliente vivant simplement, travaillant dans une petite blanchisserie du vieux quartier. Léonard Baxter, un homme talentueux d'une famille riche, l'a rencontré par hasard en apportant des vêtements à laver. L'amour a fleuri rapidement, ignorant les différences de classe. J'ai cru un jour que l'amour pouvait tout vaincre, a-t-elle dit, la voix étranglée. Ils se sont fait tatouer des anneaux entrelacés sur leurs poignets, un symbole de promesse éternelle. Elle a parlé de rendez-vous secrets, de longues nuits au bord de la baie, les yeux lointains comme si elle était encore immergée dans ses souvenirs. Mais la famille Baxter l'a découvert. Ils la voyaient comme une menace pour leur réputation. Une fille pauvre, pas à leur hauteur. Ils ont utilisé l'argent et le pouvoir pour la forcer à partir, la menaçant même de ruiner sa vie si elle restait en contact. Ils ont envoyé des gens avec une grosse somme, m'ont dit de disparaître, a-t-elle dit, la voix pleine de ressentiment. Léonard, faible, trop lâche pour défier sa puissante famille. Elle a quitté la ville en silence, enceinte de moi. Elle a accouché seule dans une petite ville, m'a élevé dans la honte, endurant les regards jugeurs. J'ai tout fait pour que tu aies une vie normale, Tristan. Pas de père, mais l'amour d'une mère. Alors que l'histoire se terminait, la pièce est tombée dans un silence complet, absolument immobile. Je suis resté assis, abasourdi, l'esprit tourbillonnant d'images du passé. Monsieur Baxter a baissé la tête, des larmes sur ses mains tremblantes. Il a levé les yeux, la voix pleine de remords. René, je suis désolé. Je veux juste récupérer mon fils, tout réparer. Mais René s'est levé, s'est détourné, la voix froide. Une excuse n'efface pas 30 ans de silence. Léonard, tu as choisi le pouvoir familial. Maintenant, pars. Elle a ouvert la porte. La pluie et le vent se sont engouffrés, glaçants. Il est sorti dans la nuit pluvieuse de Seattle, les épaules voûtées comme un vieil homme seul. Je me suis tenu sur le seuil, la pluie éclaboussant mon visage, le cœur déchiré. Devais-je courir après le père plein de regrets ou rester avec la mère blessée?
Mon cœur battait la chamade, anxieux de ce qui allait arriver. Ma vie était maintenant un chaos. Dans les jours qui ont suivi, tout ressemblait à un long mauvais rêve. Je suis retourné à Arbor Light, préparant le café et servant les clients. Mais mon esprit ne cessait de revenir à cette soirée. Ma mère, après avoir révélé son passé, était assise en silence près de la fenêtre, regardant les rues humides de Frémont. Elle parlait moins. Parfois, je la surprenais à regarder le tatouage sur son poignet, le caressant comme si elle berçait un souvenir douloureux. Je voulais en demander plus, mais je craignais de rouvrir de vieilles blessures. Eta James Baxter, mon père, bien que je n'étais pas prêt à l'appeler ainsi, n'a pas disparu comme je m'y attendais. Il revenait sans cesse, persistant comme un fantôme du passé. La première fois, c'était 3 jours plus tard. Je passais la serpillière après la fermeture quand j'ai entendu un léger coup. En ouvrant la porte, il se tenait là sous la bruine, tenant un bouquet de roses blanches, le genre que maman disait autrefois aimer dans sa jeunesse. À côté, une enveloppe blanche immaculée. « Mon fils », a-t-il dit, la voix rauque. J'ai apporté ça pour René. J'ai secoué la tête, le cœur lourd. Ma mère ne veut pas vous voir, monsieur. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps. Il ne s'est pas mis en colère, a juste hoché la tête tristement et m'a tendu les fleurs et la lettre. S'il te plaît, donne-les-lui et dis-lui que je suis désolé. Il s'est retourné et a marché lentement sous la pluie, les épaules affaissées comme s'il portait le monde. J'ai fermé la porte, une vague de sympathie montant en moi. Il était vieux, riche, mais seul, souffrant maintenant pour un premier amour perdu. Mais ensuite j'ai pensé à maman. Les années où elle m'a élevé seul, endurant les regards jugeurs, et la colère a de nouveau surgi. Il n'a pas abandonné. Une semaine plus tard, il est revenu, et encore. Toujours pareil. Debout devant l'appartement délabré, apportant des fleurs fraîches ou une petite boîte cadeau avec une lettre manuscrite. Les notes n'étaient parfois que quelques lignes d'excuses. René, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Pardonne à cet imbécile. Une fois, il a inclus une vieille photo, 2 jeunes gens souriant vivement au bord d'Elliott Bay, les bras l'un autour de l'autre, les tatouages frais encore rouges. Je les ai donnés à maman. Elle les a prises, les yeux rouges, mais a secoué la tête. Mon fils, je les garderai, mais je ne suis pas prête à le voir. Elle les a rangés dans un tiroir avec ses tristes souvenirs. J'ai été témoin de tout, terriblement déchiré. D'un côté, de la sympathie pour le père vieillissant pleurant sa perte, ses yeux toujours sincères en me regardant. De l'autre, la douleur de maman. La femme trahie, poussée dans l'obscurité pendant 30 ans. Je suis resté éveillé la nuit, me demandant s'il y avait un moyen de guérir cela. Ou si tout n'était qu'illusion. De temps en temps, Monsieur Baxter organisait une rencontre avec moi au vieux café, Arbor Light, où tout avait commencé. La première fois, il a appelé, la voilasse. Mon fils, puis-je te voir? Juste pour parler. J'ai hésité, mais j'ai accepté. Il s'est assis à sa table d'angle habituelle, a commandé un café noir, sans sucre, les yeux sur la baie. Nous avons parlé maladroitement au début, du temps de Seattle, de mon travail. Puis il m'a posé des questions sur moi. Comment vis-tu? Le travail est-il difficile? Je lui ai parlé des longues gardes, de maman, et il a écouté, les yeux s'illuminant à la mention d'elle. Est-ce qu'elle va bien? Fait-elle toujours la lessive, a-t-il demandé, la voix tremblante. J'ai hoché la tête, j'ai partagé de petites histoires, et j'ai progressivement vu qu'il n'y avait aucune tromperie dans ses yeux, seulement un profond regret comme une blessure non cicatrisée. Il a parlé de sa vie, de la construction de Baxter Arms à partir de rien, mais de la perte de son plus grand amour. J'étais faible, Tristan. J'ai laissé ma famille m'arrêter. Et maintenant, je paie. Ces rencontres me rendaient anxieux, craignant que maman ne le découvre, mais aussi chaleureux. Il posait toujours des questions sur elle, et je partageais juste assez, ne voulant pas la blesser. Il ne parlait pas seulement, il nous aidait discrètement. Un mois plus tard, le propriétaire a appelé en disant que 3 mois de loyer avaient été payés depuis un compte inconnu. Je savais que c'était lui. Puis des cadeaux sont arrivés. Des compléments alimentaires de qualité supérieure pour maman. Le meilleur pour les personnes âgées, avec des aliments nutritifs. Je les ai ramenés à la maison. Maman a jeté un coup d'œil et a secoué la tête. Rends tout, mon fils. Je n'ai pas besoin de sa pitié.
Elle les a emballés et m'a dit de les renvoyer. Je l'ai fait, le cœur lourd. Il a appelé après. Mon fils, je veux juste aider. Elle mérite mieux. J'ai soupiré. Maman est fière, monsieur. Elle n'en veut pas. Ses actions ont accru la tension. J'attendais nerveusement la réaction de maman, craignant qu'elle ne soit en colère. J'ai gardé des secrets. Mais elle est restée silencieuse, et je savais qu'elle luttait intérieurement. Puis un matin, tout a explosé. Je me suis réveillé tôt, j'ai préparé du café, j'ai fait défiler mon téléphone, et mon cœur s'est arrêté. La nouvelle inondait tous les médias. Le milliardaire Leonard Baxter a un fils illégitime vivant à Fremont. Des photos de moi à Harbor Light, souriant avec des clients, sont devenues virales. La presse a creusé. Le fils secret du magnate de la défense, un pauvre serveur. J'ai lu, les mains tremblantes. Qui a pris les photos? Qui a fait fuiter l'information? Le café est devenu plus fréquenté, mais maintenant avec des regards curieux. Des journalistes ont envahi les lieux, bloquant la porte, bombardant de questions. Êtes-vous le fils de Baxter? Que vous a-t-il laissé? Les passants chuchotaient. Certains avaient pitié. Pauvre gamin, il vient de retrouver son père. D'autres ricanaient. Il rêve probablement de richesse maintenant. Je suis resté silencieux, j'ai continué à travailler, j'ai évité les questions. Mais à l'intérieur, c'était le chaos, anxieux à chaque fois que la cloche de la porte sonnait, craignant un autre journaliste. D'après les ragots du café, j'ai appris que la famille Baxter était en pleine tourmente. Sa femme Hélène et son fils Connor, l'héritier officiel, étaient furieux. Ils ont essayé de faire taire les médias, engageant des avocats, appelant les journaux, menaçant de poursuites. Un collègue a dit, j'ai entendu dire que les Baxter sont en réunion d'urgence, la femme hurle. J'ai imaginé la scène. Le somptueux manoir de Baxter est maintenant rempli de rage. M. Baxter dans cette tempête devait être plus seul que jamais. Ce soir-là, mon téléphone a sonné, son numéro. Sa voix était fatiguée. Mon fils, ne crois pas ce qu'ils disent. Je m'en occupe. C'est tout. Puis il a raccroché. Je suis resté assis en silence, le cœur battant. La pression du public et des médias pesait lourdement, non seulement sur moi, mais aussi sur maman. Elle craignait maintenant d'ouvrir la porte, demandant toujours, qui est là, d'une voix tremblante. Elle fermait plus hermétiquement, sortait moins. Je ne veux pas qu'il nous dérange, a-t-elle dit, les yeux inquiets. J'ai réalisé que notre vie paisible avait été emportée par une tempête que nous n'avions jamais voulu. Les promenades matinales à Fremont attiraient maintenant des regards étranges. Je m'inquiétais surtout pour maman. Elle avait assez souffert, maintenant confrontée à nouveau au passé. Mon cœur s'est déchiré. Pitié pour mon père. Colère contre sa famille. Peur de l'avenir. Cette tempête, tendue et dramatique. Où nous emmenait-elle? Après des semaines de silence, alors que les médias commençaient à se calmer sur les rumeurs du fils secret du milliardaire, je pensais que tout allait enfin se tasser. J'ai repris ma vieille routine, préparant le café à Harbor Light, m'occupant de maman, et essayant d'oublier les lettres manuscrites de Monsieur Baxter toujours rangées dans le tiroir. Mais ensuite, la nouvelle a frappé comme un courant sous-marin. Un matin, en ouvrant mon téléphone et en faisant défiler les titres, mon cœur s'est serré. Le milliardaire Leonard Baxter hospitalisé pour de graves complications cardiaques. Les rapports détaillaient qu'il avait subi une crise cardiaque soudaine, avait été transporté d'urgence à un hôpital du centre de Seattle, puis transféré après quelques jours à son manoir de Baxter Hill pour sa convalescence et un traitement à domicile. Les photos dans les journaux le montraient plus âgé, le visage pâle, mais toujours avec son calme habituel. J'ai lu et relu, l'inquiétude montant. Lui, mon père, était gravement malade, et je ne l'avais jamais vraiment appelé ainsi du fond du cœur. Les nuits suivantes, je me suis retourné dans mon lit, écoutant la pluie taper sur la fenêtre. J'ai pensé à lui. Il s'était excusé avec persistance, avait envoyé des lettres, aidé discrètement, même si maman avait tout rendu. Il était seul dans son empire, et maintenant la maladie menaçait. J'étais déchiré. Le visiter trahirait-il maman? Que penserait-elle si elle le savait? Mais à la fin, la compassion l'a emporté. Je n'y suis pas allé pour le statut ou les rumeurs. Cela ne signifiait rien pour moi.
J'y suis allé par pitié pour un père vieillissant luttant seul au milieu du pouvoir et de l'isolement. Le lendemain matin, j'ai appelé le café pour prendre une demi-journée de congé, j'ai acheté un simple bouquet de marguerites blanches, des fleurs sans prétention, et j'ai conduit ma vieille guimbarde sur la route. C'était un après-midi maussade, le ciel de Seattle gris, le brouillard enveloppant tout comme un voile. J'ai conduit sur les routes escarpées jusqu'à Baxter Hill, une enclave d'élite où d'immenses manoirs se cachaient derrière de hautes clôtures et des arbres denses. Ma Ford grondait maladroitement parmi les voitures de luxe rutilantes. Mon cœur battait la chamade en atteignant le portail, une structure en fer massive avec des caméras et des gardes en uniforme. Je me suis arrêté, j'ai baissé la vitre, la voix légèrement tremblante. Je suis ici pour visiter Monsieur Leonard Baxter. Je m'appelle Tristan Ward. Le garde m'a regardé avec méfiance, me scrutant de la tête aux pieds. Un homme dans une vieille veste conduisant une voiture bon marché. Avez-vous un rendez-vous? Ce n'est pas un endroit où n'importe qui entre. Ils ont vérifié ma carte d'identité, ont passé un appel, et j'ai attendu anxieusement, la sueur perlant malgré le froid. Soudain, d'une fenêtre à l'étage du manoir, Monsieur Baxter est apparu, faisant un faible signe de la main. Les gardes ont ouvert le portail à contre-cœur. Entrez, mais ne restez pas longtemps. Le manoir était vaste, enveloppé d'un silence oppressant. Le jardin tentaculaire comportait des statues en pierre et des étangs artificiels, mais l'air était sépulcral. Je me suis garé, j'ai gravi les marches de marbre, le cœur battant plus vite. Le majordome a ouvert la porte et m'a conduit au salon, un espace luxueux avec des fauteuils en cuir, des œuvres d'art murales et une cheminée crépitante. M. Baxter était allongé sur une chaise longue près de la fenêtre, le visage pâle, un tube d'oxygène à côté de lui, mais il conservait son calme comme si la maladie était insignifiante. En me voyant, ses yeux se sont légèrement illuminés. Une chaleur rare. « Mon fils, tu es venu » a-t-il murmuré, la voix faible mais joyeuse. Je me suis assis à côté de lui, j'ai posé les fleurs sur la table, les mains tremblant un peu. « Papa, comment vas-tu » J'ai appris la nouvelle et je me suis inquiété. Il a saisi ma main, froide mais ferme. « Je vais bien, mon fils. Juste un vieux cœur. Ta venue suffit. » Nous avons parlé tout l'après-midi. Il a parlé de sa jeunesse, de la construction de Baxter Arms d'un petit garage à un empire de la défense et de l'énergie. J'ai beaucoup sacrifié, Tristan. Mais maintenant, je regrette seulement de ne pas t'avoir à mes côtés. Je lui ai parlé de maman, de notre vie simple à Fremont, et il a écouté, les yeux embués d'émotion. Je l'ai aidé à prendre ses médicaments, j'ai préparé du thé chaud et j'ai lu quelques pages de son livre préféré, un vieux roman sur la mer. Le temps passait lentement, mais étrangement chaud. Alors que le crépuscule tombait et que le brouillard s'épaississait, je me suis levé pour dire au revoir. Je reviendrai, ai-je promis, le cœur plein d'émotions mitigées, anxieux d'entrer dans son monde, mais craignant de savoir que ce n'était que le début. En sortant, dans le grand hall, au sol de pierre polie et au lustre de cristal étincelant, je les ai rencontrés de manière inattendue. Helen Baxter, 58 ans, la femme de Monsieur Baxter, est entrée par la porte principale dans un tailleur-pantalon, les cheveux en chignon serré, le visage aussi tranchant qu'une lame. Elle était calculatrice, contrôlant toujours la famille et Baxter Corp. La presse l'appelait la reine de fer. À côté d'elle se trouvait Connor Baxter, 33 ans, leur fils unique, l'héritier officiel. Connor était grand, dans un costume cher, mais avec des yeux arrogants et condescendants, vivant dans une bulle de statut et de célébrité. Il méprisait quiconque n'appartenait pas à sa classe comme si le monde tournait autour de lui. Hélène s'est brièvement arrêtée en me voyant, ses yeux brillants de surprise, puis se tournant rapidement vers le mépris. Elle a levé le menton, la voix glaciale. Eh bien, si ce n'est pas l'enfant illégitime lui-même. Audacieux, osant mettre les pieds dans la maison des Baxter. Ces mots ont résonné dans le vaste hall, plein d'insultes. Connor à côté d'elle a éclaté de rire, faisant délibérément écho, la voix vive et humiliante. C'est ridicule. Un serveur comme toi pense avoir le droit d'entrer ici? Ou crois-tu que quelques rumeurs de tabloïds peuvent te faire devenir de la famille? Ils ont continué à se moquer, la voix d'Hélène montant. Connais ta place, jeune homme. Ne pense pas que quelques lettres d'excuse de sa part te permettent de t'insinuer dans la famille Baxter. Nous n'accueillons pas les opportunistes. Connor s'est approché, me bousculant subtilement l'épaule pour me pousser de côté.
Un geste provocateur et dédaigneux comme si j'étais un déchet. Mon cœur battait, la colère montant, mais je suis resté calme. Je me suis redressé, les yeux fixés sur eux. Je n'ai pas besoin de rejoindre cette famille. Je suis juste venu rendre visite à un homme malade, mon père. Ma voix était basse et ferme, pas forte, mais assez forte. Ils se sont figés. La bouche d'Hélène béante. Le visage de Connor rouge de rage. Je me suis incliné poliment, je me suis retourné et je suis parti au milieu de la tension. Mes pas résonnaient sur le sol de pierre, anxieux comme des tambours de guerre. En sortant du portail, la pluie a commencé à tomber. J'ai regardé en arrière le manoir enveloppé de brouillard. Réalisant que la véritable confrontation avec la famille Baxter avait commencé. Il n'arrêterait pas, et je devais me préparer. Après cette maladie au manoir, la santé de M. Baxter s'est détériorée de jour en jour. Je suis resté en contact avec lui par de brefs appels téléphoniques, sa voix devenant de plus en plus rauque et frêle. Il parlait de crises cardiaques récurrentes et de médecins conseillant un repos complet. Mais quelques semaines plus tard, la mauvaise nouvelle a frappé. Il a de nouveau été hospitalisé dans un état critique. Les médias l'ont largement couvert. Le milliardaire Leonard Baxter proche de la mort d'une grave insuffisance cardiaque. Les médecins conseillent à la famille de se préparer au pire. Ces mots se sont répandus rapidement, déclenchant une vague de spéculations bruyantes dans la presse. Les gens parlaient de l'héritage massif de Baxter Arms, de l'héritier, et bien sûr, du fils illégitime, moi. J'ai lu la nouvelle le cœur lourd, non pas pour la fortune, mais pour lui, le père que je venais de retrouver, maintenant alité à l'hôpital, luttant contre la mort. J'ai ignoré les rumeurs et les regards curieux. À Arbor Light, les clients ont commencé à chuchoter en me voyant. Et, n'est-ce pas le fils de Baxter? Il va bientôt devenir riche. J'ai juste forcé un sourire, j'ai continué à préparer le café, à essuyer les tables comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, j'étais infiniment inquiet. Chaque jour après mon service, je conduisais ma vieille guimbarde à l'hôpital central de Seattle où il reposait dans une chambre VIP, un grand espace rempli de machines médicales qui bipaient. Je m'asseyais près de son lit, lui tenant la main, la sentant glacée, le pouls faible. Monsieur Baxter s'affaiblissait progressivement, le visage émacié, les cheveux plus blancs. Mais chaque fois qu'il me voyait, ses yeux s'illuminaient un peu, comme une dernière étincelle d'espoir. « Mon fils, tu es venu » murmura-t-il, la voix brisée. Je lui lisais quelques pages, généralement de vieux romans sur la mer et la vie qu'il aimait. « Continue, mon fils » disait-il, les yeux fermés mais souriants. Ces moments me réchauffaient le cœur, mais me rendaient aussi anxieux, craignant que ce ne soit le dernier. En revanche, Hélène et Connor ne faisaient que de brèves apparitions. Je les ai vus quelquefois entrer dans la chambre avec de fausses expressions. Hélène forçant un sourire raide, Connor s'inclinant poliment, mais les yeux pleins de mépris. Il posait des questions superficielles. « Comment va papa » ? Qu'a dit le médecin ? Puis il partait rapidement comme s'il ne faisait que suivre le protocole. Plusieurs fois, me surprenant là, il ne lançait que des regards froids, réprimant leur colère, ne voulant pas faire de scène devant Monsieur Baxter. Je sentais clairement l'hostilité. Hélène serrant son sac à main fermement, Connor serrant les poings comme pour retenir sa rage. Il craignait qu'il ne soit lucide, craignait qu'il ne dise quelque chose sur moi. Je ne m'en souciais pas, me concentrant sur lui, mais la colère montait en moi. Comment pouvait-il être si indifférent? C'était leur mari, leur père. Leur visite rendait l'atmosphère de la chambre plus lourde, et j'attendais anxieusement, sachant que s'il décédait, tout exploserait. La presse a commencé à répandre des rumeurs folles. Le fils illégitime pourrait renverser l'héritage de Baxter Arms. Ils ont creusé dans le passé, ont interviewé des initiés, ont spéculé sur le testament. Cela a rendu Connor furieux. J'ai entendu à la télé. Il a tenu une brève conférence de presse, la voix stridente. Je ne laisserai personne voler la fortune des Baxter. C'est notre héritage familial. Il a fixé la caméra comme s'il me menaçait. Mon cœur s'est glacé, non pas pour l'argent, dont je n'avais jamais rêvé, mais pour sa cupidité flagrante. Ces mots ont déclenché une frénésie publique. Les réseaux sociaux bourdonnaient, un camp me soutenant comme le fils perdu, l'autre se moquant de l'opportuniste. J'ai éteint mon téléphone, j'ai essayé d'éviter tout ça, mais la pression augmentait. Un après-midi, après un service fatigant, je suis allé à l'hôpital comme d'habitude.
Monsieur Baxter dormait. Je me suis assis en lisant à côté de lui. Soudain, dans le couloir de l'hôpital, je les ai rencontrés. Hélène marchait devant dans une élégante tenue noire. Connor suivait avec une mine renfrognée. Elle m'a jeté un coup d'œil, les yeux froids comme si elle voyait quelqu'un d'une classe inférieure, un pauvre serveur osant s'attarder ici. Connor s'est arrêté, a souri narquoisement et a ricané. « Oh, c'est encore toi. Tu joues le fils dévoué pour gagner papa. Arrête de rêver, gamin. L'argent est à moi. » Sa voix était basse mais venimeuse comme un serpent qui siffle. Mon cœur s'est emballé, la colère montant, mais je suis resté calme, me souvenant de l'enseignement de maman. Ne t'abaisse pas. Je me suis légèrement incliné, je suis parti en silence, sans réponse. Mais à l'intérieur, j'étais anxieux. Sachant que ce n'était que le début de plus grands affrontements. Ce soir-là, en rentrant à la maison, maman était assise à la table de la cuisine, le visage pâle. Elle a raconté que ce matin-là, Hélène et Connor étaient venus, apportant mépris et menaces. Ils ont frappé fort, mon fils, a-t-elle dit, la voix tremblante. Hélène a jeté un journal avec ma photo sur la table, le titre « Le fils secret de Baxter pourrait hériter de milliards » et nous a dit de rester loin des Baxter. Vous n'êtes que le passé. Ne rêvez pas de vous immiscer, a-t-elle dit sèchement. Connor se tenait derrière, un sourire froid, m'appelant le fils bâtard courant après l'héritage et maman quelqu'un sans statut qui n'obtiendrait pas un centime. Ces mots coupés comme des couteaux, pleins d'insultes. Maman a dit qu'elle était terrifiée, le cœur battant, les mains glacées, mais qu'elle s'est redressée, les regardant dans les yeux. Partez, a-t-elle dit fermement. Hélène, voyant cela, a serré son sac et s'est détournée. Connor a grommelé, suivant avec la menace. Vous le regretterez. Sa voix était calme en le racontant, mais j'ai vu ses mains trembler encore, les doigts calleux après des années de lessive agrippant maintenant le bord de la table. Je l'ai serré dans mes bras, le cœur endolori. Comment osait-il venir ici, insulter ma mère? Elle avait assez souffert. 30 ans seule, maintenant entraînée à nouveau dans ce tourbillon. Cette nuit-là, je suis resté assis à regarder maman s'assoupir dans son fauteuil, la respiration régulière, mais le visage toujours anxieux. J'ai réalisé que la guerre de l'héritage que je n'avais jamais voulu avait vraiment commencé et que cette tempête nous emporterait tous les deux dans un vortex inévitable. Mon cœur s'est emballé, anxieux à l'idée de ce qui allait arriver. M. Baxter s'éteignait, le testament en suspens, et cette famille prête à tout pour nous éliminer. 3 jours plus tard, l'état de Monsieur Baxter s'est soudainement aggravé. J'étais à Arbor Light, préparant le café pour le service de l'après-midi, quand mon téléphone a sonné. Un appel de l'hôpital. La voix du médecin était froide mais urgente. Monsieur Baxter est dans un état critique. Il demande à vous voir immédiatement. Mon cœur s'est arrêté. J'ai laissé tomber le plateau, j'ai demandé un congé d'urgence et j'ai filé à travers les rues bruneuses de Seattle. L'hôpital se profilait devant, les néons vacillant sous le ciel gris. Et je me suis précipité dans les couloirs, l'odeur d'antiseptique écrasante. Sa chambre était bondée de médecins et d'infirmières, les machines bipant sans relâche, l'air lourd comme un nuage noir. Il était là, la peau pâle, les yeux troubles, mais il semblait qu'il n'attendait qu'une seule personne, moi. Une infirmière m'a fait signe d'entrer et je me suis approché, lui prenant la main. Elle était glacée, le pouls faible comme un fil fragile. « Papa » ai-je murmuré, la voix tremblante, l'appelant ainsi pour la première fois sans hésitation. Il a esquissé un faible sourire, les yeux fixés sur mon visage comme pour mémoriser une dernière image. Puis il est décédé tranquillement, les yeux se fermant paisiblement, me laissant assis là, les larmes coulant. La nouvelle de la mort de Monsieur Baxter s'est répandue comme un tsunami dans les médias. Les titres criaient « Le milliardaire Leonard Baxter décède à 70 ans. Qui hérite de l'immense fortune ?» De CNN au Seattle Times local, la couverture était implacable, analysant Baxter Arms, sa vie, et bien sûr, le fils illégitime. Moi. Mon téléphone sonnait sans arrêt. Des journalistes bloquaient le café et notre maison, bombardant de questions. Que ressentez-vous? A-t-il mentionné le testament? J'ai éteint mon téléphone, j'ai verrouillé la porte, j'ai essayé d'échapper à tout ça, mais mon cœur était vide, douloureux. Il était parti, le père que je venais de retrouver, et je n'avais pas dit tout ce que je voulais. Les souvenirs ont afflué. Le café renversé au café,
les tatouages d'anneaux entrelacés, les lettres pleines de regrets. Je suis resté assis seul dans notre appartement de Frémont, regardant la rue pluvieuse, les larmes coulant sans fin. Maman m'a serré dans ses bras, pleurant aussi. Mon fils, il est en paix maintenant. Mais nous devons être forts. Hélène a rapidement annoncé que les funérailles seraient privées à St. Helena, une église historique à la périphérie de Seattle, réservée à la famille et aux proches associés financiers uniquement. La presse a rapporté, funérailles fermées, pas d'accès public. J'ai lu cela le cœur lourd. Serions-nous invités? Puis une enveloppe est arrivée de son bureau, invitant maman et moi. C'était son souhait, a confirmé le majordome par téléphone. Nous avons décidé d'y aller, non pas pour le statut, mais pour lui dire un dernier adieu. Maman a hésité. J'ai peur de leur faire face, mon fils. Mais ensuite, elle a hoché la tête fermement. Pour toi. J'irai. Le jour des funérailles. Il pleuvait à verse à Seattle, comme si la ville le pleurait. Nous portions du noir simple. Moi dans une vieille chemise, maman dans une robe simple, et nous avons conduit jusqu'à l'église. St. Helena est apparue. Au toit voûté, les cloches sonnant lugubrement. Nous sommes entrés discrètement, attirant les regards scrutateurs de tous côtés. Les invités étaient tous riches, des hommes d'affaires, des politiciens, des partenaires de Baxter Arms en costume noir brillant et lunettes de soleil. Ils ont chuchoté en nous voyant, c'est le fils bâtard. Comment ose-t-il venir? J'ai serré la main de maman, essayant de rester calme, mais anxieux, craignant la confrontation. Nous nous sommes assis au dernier rang, la tête baissée en silence alors que le prêtre priait, sa voix résonnant dans l'espace froid de pierre. Seigneur, reçois l'âme de ton serviteur, Léonard. Maman a murmuré, pardon, la voix étranglée. Léonard, je te pardonne. Ses larmes sont tombées et je me suis tenu derrière, le cœur complètement vide. Pas de colère, pas de regret, juste un vide immense. Il était parti, et je n'avais pas vraiment été son fils. Les souvenirs ont surgi. Les réunions au café, ces histoires du passé, les yeux s'illuminant en entendant parler de maman. Maintenant, tout n'était que néant. Hélène et Connor se tenaient devant, les visages de pierre, sans larmes, sans émotion. Hélène dans une élégante robe noire, Connor dans un costume noir brillant, ressemblant plus à une réunion d'affaires qu'à des funérailles. En nous voyant, ils ont échangé des regards agacés, puis se sont approchés. Devant tout le monde, Hélène a parlé clairement, sa voix résonnant dans l'église. Ce n'est pas un endroit pour les étrangers. Il n'est pas le fils de Léonard Baxter. Certains exploitent ses funérailles pour leur statut. Ces mots coupés comme des couteaux, pleins de mépris. L'église a bourdonné de chuchotements, les invités se tournant pour regarder. Connor s'est avancé, la voix stridente en accord. Monsieur Baxter n'a pas d'enfant illégitime. Ces deux-là fabriquent tout pour s'emparer des biens. Dehors. Il a pointé du doigt vers nous, le visage rouge de fureur. Tous les yeux se sont tournés vers maman et moi. Certains ont secoué la tête. Quelques-uns ont chuchoté avec pitié. Pauvre vieille dame. Mais la plupart ont montré du mépris comme si nous étions des imposteurs. Mon cœur battait la chamade, la colère montant. Comment osait-il nous humilier ici, devant son cercueil? Mais j'ai doucement serré la main de maman, signalant le silence. Je savais que se disputer maintenant ne ferait qu'alourdir son décès. Il méritait un repos paisible, pas une bagarre. Maman a tremblé, mais a hoché la tête, les yeux rouges. Nous nous sommes levés et avons quitté l'église en silence au milieu des regards froids, la pluie crépitant dehors comme son murmure. Derrière nous, les cloches de l'église et les rumeurs émergentes. Ils ont été mis dehors, a dit quelqu'un. De retour à la maison, maman était assise en silence, les larmes coulant. Je lui ai pardonné, mais eux. Ils sont trop cruels. Je l'ai serré dans mes bras, le cœur endolori. Le jour de son décès, tout a changé, de l'espoir à la douleur, du secret au public. Je me suis souvenu de son dernier sourire, et mes larmes ont de nouveau coulé. La tempête du testament arrivait, tendue et dramatique. Mais pour l'instant, je voulais juste tenir maman et oublier. Une semaine après les funérailles, nos vies restaient plongées dans une profonde tristesse. Je suis retourné à Arbor Light, préparant mécaniquement le café, mais mon esprit ne cessait de revenir à l'église St. Helena, aux chuchotements, aux regards méprisants, et aux insultes d'Hélène et de Connor. Maman sortait moins,
assise près de la fenêtre, regardant la pluie tomber sur les rues de Frémont, ses doigts traçant le tatouage d'anneaux entrelacés. Elle essayait d'être forte, mais je la voyais faiblir, sautant des repas, des nuits blanches. Je m'inquiétais pour elle, pour moi, et pour ce qui allait arriver. La presse ne lâchait pas. Le testament du milliardaire Baxter, qui hérite de l'Empire. Il spéculait follement, et chaque titre faisait battre mon cœur. Je n'avais jamais pensé à l'argent. Je voulais juste savoir ce qu'il pensait de nous dans ces derniers jours. Un matin, le téléphone a sonné dans notre petit appartement. Je préparais du thé pour maman, tenant une bouilloire fumante, quand un numéro inconnu est apparu. J'ai répondu, la voix tremblante. Allô? Une voix d'homme d'âge mûr, polie mais sérieuse. Allô, Tristan Ward. C'est Miller & Green, les avocats personnels de Monsieur Leonard Baxter. Nous vous invitons, vous et Madame Renée Ward, à la lecture du testament cet après-midi. Mon cœur s'est serré, l'anxiété montant. Testament, le mot comme une bombe à retardement. J'ai balbutié, oui, nous serons là. En raccrochant, je me suis tourné vers maman à table, les yeux écarquillés. Qui était-ce, mon fils? J'ai expliqué lentement, et elle a immédiatement secoué la tête. Je n'y vais pas. Je me fiche de ce qu'il a laissé. Tout ça, c'est du passé. Je comprenais sa douleur. 30 ans mises de côté, maintenant entraînée dans des jeux de pouvoir. Elle avait peur. Peur de faire face à Hélène et Connor. Peur des rumeurs. Mais je l'ai persuadée, m'asseyant à côté d'elle, lui tenant la main. Maman, je ne veux pas d'argent non plus. Mais je veux savoir ce que papa pensait dans ces derniers jours. Il regrettait. Il a essayé. Allons-y pour lui dire au revoir une dernière fois. Elle m'a regardé longuement, des larmes sur ses joues ridées. Elle a soupiré. D'accord, pour toi. Nous nous sommes préparés, habillés simplement, moi dans une vieille chemise noire, maman dans une robe noire simple, et nous avons conduit jusqu'à Miller & Green dans le centre-ville de Seattle. Les rues bondaient, une pluie légère, mon cœur battant plus vite que jamais, anxieux de ce que nous allions entendre, de leur réaction. Le bureau se trouvait dans un gratte-ciel étincelant, luxueux à l'excès. Alors que maman et moi entrions dans la salle de conférence, un espace spacieux avec une longue table en bois, des fauteuils en cuir, une légère odeur de café, Hélène et Connor attendaient déjà. Ils se sont figés, ne s'attendant pas à ce que nous soyons invités. Hélène, les traits vifs, les cheveux en chignon serré, un tailleur pantalon noir puissant, a marqué une pause d'une seconde, les yeux brillants de surprise. Connor, à côté d'elle, en costume noir brillant, grimaçant, nous a fusillés du regard comme des ennemis. Mais Hélène s'est rapidement ressaisie, affichant un mince sourire faux. Oh, vous êtes là aussi. Quelle surprise. Connor a murmuré à son oreille, assez fort pour que nous l'entendions. Papa a probablement laissé quelques cadeaux de pitié pour montrer sa miséricorde avant de mourir. Ne rêvez pas trop. Ces mots coupaient comme des couteaux, mais j'ai serré la main de maman, signalant le silence. Nous nous sommes assis en face, la pièce tendue comme une corde d'arc. J'attendais anxieusement, le cœur battant, me demandant ce qu'il avait décidé. L'avocat, Monsieur Miller, environ 60 ans, cheveux argentés, lunettes à monture dorée, est entré avec un dossier épais. Il s'est assis en bout de table, la voix calme. Merci d'être venu. Nous allons maintenant lire le testament officiel de Monsieur Leonard Baxter. Il a ouvert le dossier, lisant les clauses lentement, d'un ton égal. Tout le monde était silencieux, seul le léger bruissement des pages dans l'espace élégant, comme un compte à rebours. Il a lu sur des œuvres de charité, des employés de l'entreprise, des biens mineurs. Tous écoutaient. Hélène serrait les mains. Connor tapotait des doigts. J'ai regardé maman, la tête baissée, les yeux rouges. L'anxiété montait, je me demandais. Que nous avait-il laissé? Une dernière excuse. À la fin, la pièce a failli exploser de silence. La voix de Monsieur Miller a retenti. Tous les biens, actions et biens immobiliers de Leonard Baxter sont légalement transférés à Tristan Ward et Madame Renée Ward. Je me suis figé, les oreilles bourdonnant. Tout? L'Empire Baxter Arms, les manoirs, les comptes bancaires, tout à nous? L'avocat a poursuivi. Madame Hélène Baxter et son fils Connor Baxter reçoivent des biens symboliques, une maison de vacances en Oregon d'une valeur d'environ 5 millions de dollars américains et 2 millions de dollars en espèces.
La pièce est tombée dans un silence de mort. Hélène s'est figée, la main blanche, ses jointures serrant son verre, le visage livide. Connor a sauté, frappant la table d'un coup sourd, le visage rouge de rage. Quoi? C'est une blague. Le vieil homme est devenu fou. Ils ont lancé des insultes. La voix d'Hélène stridente. Ces deux-là l'ont manipulé. Quand il était malade, qu'avez-vous fait? Je vais poursuivre. Tout reprendre. Connor a pointé du doigt vers moi. Salaud. Ne pense pas que tu vas me voler. Le chaos a éclaté, des chaises renversées, des cris résonnants. Je suis resté calme, bien que mon cœur s'emballe. J'ai aidé maman à se lever. Elle tremblait, les yeux écarquillés de choc. J'ai incliné la tête pour remercier l'avocat. Merci, monsieur. Puis nous sommes partis lentement dans le couloir, laissant derrière nous des chaises renversées et des cris de colère dans la pièce scellée. Hélène a crié, vous le regretterez. Connor a de nouveau frappé la table. Dehors, la pluie était plus forte. Nous sommes montés dans la voiture, mon esprit chaotique. Une fortune massive, mais pas de joie. Seulement de la lourdeur, de l'anxiété pour le combat à venir. Avant de partir, l'avocat a couru après, tendant une enveloppe scellée. Monsieur Baxter voulait que cela vous soit remis après la lecture. Ouvrez-le à la maison. Ce soir-là, dans notre petit appartement de Fremont, sous une lumière jaune chaude, je l'ai ouverte. À l'intérieur, une lettre manuscrite, son écriture tremblante, et un test ADN confirmant que j'étais le fils biologique de Leonard Baxter. Mon cœur s'est serré, les larmes tombant sur la lettre. Mon cher fils, je regrette le passé, de vous avoir perdu, toi et René. Mes derniers jours avec toi ont été les plus paisibles. Pas de pouvoir, pas d'ambition, juste un amour tardif. Il expliquait, je laisse les biens non pas pour expier, mais parce que je te fais confiance, avec ta bonté et ton intégrité, pour protéger l'héritage Baxter de ceux qui en font un outil de cupidité. Utilise-le pour le bien, mon fils. En finissant, je suis resté abasourdi. La lumière jaune vacillait sur la lettre tremblante, et pour la première fois, j'ai ressenti la douleur, la perte et l'amour d'un père. Tardif, mais sincère. Quelques jours seulement après la lecture du testament, les principaux journaux de Seattle ont simultanément publié des titres sensationnels. Baxter Corporation fait face à un litige d'actifs massif. Un testament choquant laisse tout à un fils illégitime. Je me suis réveillé tôt, préparant le café dans notre petit appartement de Fremont, quand mon téléphone a vibré sans cesse. En l'ouvrant, l'écran était inondé de notifications. Seattle Times, The Stranger, même la chaîne locale de CNN. Ils écrivaient sur nous comme un drame hollywoodien. Un fils illégitime hérite de manière inattendue d'un empire d'1 milliard de dollars. Les rumeurs se sont propagées comme une traînée de poudre, affirmant que moi, Tristan Ward, j'avais exploité mon père mourant pour m'emparer de la fortune. Il s'est assis au chevet, murmurant des mots doux, écrivait un article avec une photo volée de moi devant Arbor Light. Mon cœur s'est serré, la colère montant, mais aussi la peur. Comment savait-il qui avait fait fuiter l'information? Je n'avais jamais rêvé d'argent. Je voulais juste une vie paisible avec maman. Mais maintenant, nous étions projetés au centre de la tempête. Hélène et Connor ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont engagé les meilleurs avocats d'un grand cabinet de New York et ont tenu une conférence de presse l'après-midi suivant. Je les regardais à la télé, assis avec maman dans notre salon exigu. Hélène se tenait au micro, lourdement maquillée, la voix glaciale. Ce testament est invalide. Leonard Baxter n'était pas sain d'esprit. Émotionnellement manipulée par un étranger, a-t-elle déclaré en fixant la caméra comme si elle nous regardait. Nous nous battrons jusqu'au bout pour protéger l'héritage familial. Connor à côté d'elle, grimaçant, a fait écho, c'est une arnaque. Comment un serveur fauché peut-il être son fils? Nous le prouverons. Ils ont présenté des preuves fabriquées, des déclarations d'un médecin proche affirmant un déclin cognitif. Maman a éteint la télé en tremblant. Mon fils, que vont-ils nous faire? Je l'ai serré dans mes bras, la voix rassurante, mais le cœur anxieux. Ne t'inquiète pas, maman. La vérité l'emportera. Mais cette nuit-là, je suis resté éveillé, imaginant des salles d'audience, des journalistes qui nous entouraient, la rage de Connor. Il n'arrêterait pas. Les réseaux sociaux se sont divisés en camps clairs. J'ai fait défiler X, anciennement Twitter,
#héritage Baxter en tendance. Un camp croyait au testament. Justice enfin pour le fils perdu. Justice pour Tristan. L'autre se moquait de moi comme d'un opportuniste. Un serveur exploite un vieil homme mourant. Pure cupidité. Arnaque Baxter. Les commentaires affluaient. Certains me taguant directement. Tu voles Connor. Salaud. Les médias ont envahi. Des journalistes campant devant notre appartement de Fremont tous les jours. Tôt le matin, ils frappaient. Monsieur Ward, un commentaire sur le procès? J'ai pris des chemins détournés pour aller au café, esquivant les flashs des appareils photo. Maman est devenue craintive, restant à l'intérieur, fermant hermétiquement, tirant les rideaux. Je n'en peux plus, mon fils, a-t-elle murmuré, les mains tremblantes, tenant un verre. Je suis resté silencieux, j'ai ignoré la presse, j'ai attendu que le tribunal accepte l'affaire. Mais à l'intérieur, c'était le chaos, anxieux à chaque sonnerie, craignant de mauvaises nouvelles, craignant que maman ne craque sous la pression. Les jours d'attente s'éternisaient. Je travaillais toujours au café, préparant du café noir, sans sucre, comme il le commandait. Chaque fois, les souvenirs affluaient, son faible sourire à l'hôpital, sa main tremblante tenant la mienne. Maman restait à la maison, essayant de faire la lessive, mais les mains tremblantes, les yeux rouges. Je rentrais tôt, je cuisinais pour elle, je racontais des histoires drôles du café pour la faire sourire. Mais tard le soir, je faisais défiler, je lisais les commentaires, la colère montant. Pourquoi ne nous laissait-il pas tranquilles? Nous n'avions jamais rien demandé. Hélène et Connor ont poursuivi leur campagne. Une deuxième conférence de presse présentant des preuves, de vieilles lettres, des déclarations du personnel affirmant qu'il avait été manipulé. J'ai appelé notre avocat, Monsieur Miller, qui a lu le testament. Il m'a rassuré, nous avons des preuves solides. Ne vous inquiétez pas, mais l'anxiété persistait comme une ombre. Le procès s'est ouvert à la Cour suprême de l'État de Washington, un bâtiment historique à Olympia, à 2 heures de Seattle. Les plaignants Hélène et Connor ont demandé l'invalidation du testament, m'accusant d'avoir exploité un homme malade pour ses biens. Le premier jour, nous sommes arrivés tôt. Maman dans une simple robe noire, moi dans un vieux costume emprunté. La salle d'audience était bondée, journalistes, avocats, invités. Hélène était assise en face, le visage glacial, Connor à côté, le regard hostile. Le juge a frappé de son marteau. Le procès commence. Leur avocat, un vétéran rusé, a présenté. M. Baxter souffrait d'une grave insuffisance cardiaque, n'était pas lucide. Tristan Ward a exploité, a contraint le testament. Ils ont soumis des preuves. Des rapports médicaux, des déclarations de médecins. Mon cœur battait la chamade, anxieux, attendant notre tour. Notre preuve tiendrait-elle en séance? Notre avocat, Monsieur Miller, s'est levé calmement, soumettant des preuves. D'abord, le test ADN confirmant la paternité. Le papier de son enveloppe prouvant que je suis son fils biologique. La salle d'audience a bourdonné. Ensuite, sa lettre manuscrite. Tremblante mais claire. J'étais pleinement lucide en signant. Puis des déclarations notariées de son ancien avocat et de son majordome, témoins de sa signature volontaire. Lucide, sans pression. Monsieur Baxter a agi librement. Aucune manipulation. Le majordome a témoigné. Hélène est restée calme, le visage pâlissant, les mains crispées. Connor n'arrêtait pas d'interrompre, criant « Tout est mis en scène, faux ». Il s'est levé en me montrant du doigt. « Vous les avez soudoyés ». Le juge l'a averti, mais Connor fulminait. Le tribunal a vérifié les signatures, les empreintes digitales, l'audio du jour de la signature, tout correspondait, impeccable. Leur avocat a essayé de réfuter, mais les preuves étaient accablantes. Les jours de procès se sont éternisés, tendus à chaque seconde. J'étais assis avec maman, sa main glacée. Les journalistes attendaient dehors, les flashs constants. Hélène a témoigné, pleurant faussement. Il a été trompé. Mais le tribunal a rejeté. Lorsque le verdict a été annoncé, le panel a officiellement confirmé la légalité du testament et les droits d'héritage de Tristan Ward. La salle d'audience est tombée dans le silence, le temps figé. J'ai expiré, pas de joie, juste du soulagement. Connor a sauté, hurlant. Non, c'est une blague, puis il s'est jeté sur moi. Le visage rouge,
le poing levé. La sécurité l'a plaqué, l'a traîné dehors. Hélène a paniqué, criant. Connor, mon fils, a-t-elle sangloté, mais les yeux furieux. Je suis resté immobile. Aucune réaction. Les yeux plus tristes qu'en colère. Les regardant emmener. Connor se débattant, Hélène s'effondrant. Je n'ai ressenti aucune joie de la victoire, juste du vide. Pourquoi, comme ça? Ils voulaient juste de les quitter, mais ils ont transformé cela en guerre. Maman a serré ma main. Mon fils, nous avons gagné. Mais gagner quoi? Nous voulions juste la paix. En quittant le tribunal au milieu de la nuée de journalistes et des objectifs clignotants, ils ont bombardé. Que ressentez-vous? Et pour Baxter Arms? Je me suis arrêté, je les ai regardés, la voix brève. La vérité n'a pas besoin d'être embellie. Elle a juste besoin de temps pour être vue. Puis j'ai aidé maman à monter dans la voiture, je suis retourné à Fremont sous la pluie, le cœur toujours anxieux, bien que les blessures victorieuses soient restées. Dans les jours qui ont suivi le procès, ma vie ressemblait au reste chaotique laissé après une tempête. La presse ne nous laissait toujours pas tranquilles. Des titres sensationnels comme « Le fils illégitime gagne le procès ». Qui possède maintenant l'empire Baxter? Avec des photos de maman et moi quittant le palais de justice, les visages fatigués sous la pluie. Les journalistes campaient toujours à l'extérieur, appelant sans relâche, mais j'ai éteint mon téléphone, j'ai verrouillé la porte, essayant de nous créer un espace pour respirer. Maman, après des mois de tumulte, était plus faible que jamais. Elle était assise à la table de la cuisine, tenant la lettre de Monsieur Baxter, traçant l'écriture tremblante. « Mon fils, que ferons-nous de tout ça ?» a-t-elle demandé, la voix douce mais pleine d'inquiétude. Je l'ai regardée, le cœur endolori. Nous n'avions jamais rêvé de richesse. Nous voulions juste la paix. Mais maintenant, cette immense fortune ressemblait à un fardeau, un rappel des pertes. J'ai décidé que nous devions quitter Seattle, bruyante, où chaque regard portait des rumeurs, où les souvenirs de lui, de la salle d'audience, des insultes restaient frais. J'ai commencé à tout organiser. J'ai engagé des avocats pour gérer les formalités de l'héritage. J'ai vendu la plupart des biens non essentiels. Le manoir de Baxter Hill, les propriétés du centre-ville, des actions mineures, gardant assez pour une vie confortable, pas extravagante. Le produit de la vente est allé dans un fonds séparé, intouché sauf en cas de besoin. Maman a d'abord résisté. Mon fils, nous sommes habitués ici. Mais je l'ai persuadé. Maman, Seattle, c'est le passé maintenant. Nous avons besoin d'un nouvel endroit où personne ne sait qui nous sommes. Elle a hoché la tête, les yeux rouges. Nous avons choisi Port Townsend, une petite ville côtière sur la péninsule olympique, à 2 heures de ferry de Seattle. Paisible avec le Puget Sound scintillant, des forêts de pins luxuriantes et des brises marines salées. J'ai acheté une modeste maison sur une pente surplombant la mer, toit en bois sombre, vieux mur de pierre, grand porche avant. Pas cher, mais la vue était à couper le souffle. Les vagues clapotant, les bateaux dérivant, des couchers de soleil flamboyants chaque soir. Nous avons emménagé un matin d'automne. Nos affaires se résumaient à quelques boîtes. De vieux livres, des photos de famille, et ses lettres. La vie est progressivement revenue à la paix après des mois de tempête. Les premiers jours, maman et moi avons nettoyé la maison, repeint les murs en blanc, planté de la lavande sur le porche, sa préférée de jeunesse, le doux parfum dérivant avec le vent. Elle s'est plantée, agenouillée sur la terre humide, ses mains calleuses creusant, souriant aux nouvelles pousses. Mon fils, ces fleurs vont fleurir magnifiquement. En la regardant, mon cœur s'est réchauffé. Son visage perdait ses rides d'inquiétude, remplacées par la sérénité. Les soirs, nous nous asseyions sur le porche, écoutant les vagues, partageant de vieilles histoires. Les années à Fremont, Monsieur Baxter, les tatouages d'anneaux entrelacés. J'ai cru un jour que ma vie n'était que souffrance, a-t-elle dit doucement. Mais maintenant, je ressens la paix. J'ai hoché la tête, mais toujours anxieux, craignant que le passé ne revienne, craignant qu'Hélène et Connor ne lâchent pas prise malgré le verdict. Mais Port Townsend était un autre monde. Les habitants sympathiques, pas curieux, juste saluant dans la rue. Nous nous sommes fondus progressivement, comme deux personnes ordinaires fuyant la grande ville. J'ai décidé d'ouvrir un petit café, en le nommant Interlock, symbole du tatouage partagé entre mes parents, 2 anneaux entrelacés, rappelant un amour rompu mais finalement reconnecté.
L'idée est venue soudainement, assis au bord de la mer, pensant au matin à préparer le café à Arbor Light. Je vais faire un café comme ça, maman, lui ai-je dit, et elle a souri. Excellente idée, mon fils. Comme un souvenir de lui. J'ai tout conçu moi-même. J'ai trouvé un espace en bord de mer, un vieux bâtiment en bois, j'ai peint les murs en verre pâle, des tables et des chaises en bois rustique, un comptoir avec des machines à café manuelles. J'ai appris la torréfaction des grains, j'ai expérimenté des recettes, du café noir, sans sucre comme il l'aimait, avec des pâtisseries maison. Le café a ouvert après 3 mois de préparation, devenant rapidement un favori local. Il venait pour le bon café, la vue sur la mer, l'ambiance chaleureuse, personne ne sachant que le propriétaire était autrefois au centre d'un énorme procès d'héritage. Bel endroit, mon pote, a dit un pêcheur local en sirotant son expresso. J'ai souri, étrangement joyeux. C'était la vie que je voulais. Simple, sans pouvoir. Chaque matin, Madame Renée aidait à préparer le café, à disposer les pâtisseries, à discuter avec les habitués. Elle se levait tôt, tablier propre, ses mains empilant adroitement les toasts, les croissants maison. Comment est le café aujourd'hui, madame, demandaient les clients, et elle rayonnait. Excellent, mon cher. Essayez-le. Son visage s'est éclairci après des années de tristesse, les rides s'adoucissant, les yeux pétillants, fredonnant doucement en travaillant. En regardant depuis le comptoir, la gratitude m'a rempli. Heureuse, maman? Ai-je demandé un après-midi calme. Elle a hoché la tête. Très, mon fils. Je ne me suis pas senti comme ça depuis si longtemps. Ces moments ont effacé l'anxiété, oubliant Hélène, le tribunal, juste de petites joies. Mais tard le soir, je me suis souvenu de lui, de sa lettre. Les mots, fais le bien. Et j'ai décidé d'agir. J'ai utilisé une partie de l'héritage pour créer la Fondation Léonard, soutenant les mères célibataires et les orphelins, prolongeant le regret et l'amour qu'il avait laissé. L'idée venait de sa lettre, protège l'héritage de l'ambition. J'ai engagé des experts pour la gérer, investissant dans des bourses d'études, des logements temporaires, des conseils. La fondation a commencé petit mais s'est rapidement développée, aidant des dizaines de mères comme la mienne, et comme elle l'avait été, élevant des enfants seuls dans la difficulté. C'est pour lui, maman, ai-je dit en signant les papiers. Elle a pleuré. Il serait fier de toi. Pendant ce temps, j'ai transféré le plein contrôle de Baxter Holdings, maintenant Baxter Arms, à un nouveau conseil d'administration qui lui était fidèle. Je n'ai gardé qu'une supervision honorifique, aucune implication quotidienne. Dans ma lettre à leur intention, j'espère que vous dirigerez par des valeurs, pas par l'ambition. Rappelez-vous, l'héritage n'est pas l'argent, c'est la responsabilité. Ils ont répondu, promettant de suivre, et j'ai expiré. L'Empire n'était plus un fardeau. Le temps a passé. Interlock est devenu bien-aimé. Plus de clients, des locaux aux passants. J'ai ouvert de petites succursales autour du Puget Sound, une à Sequim, une sur l'île de Bainbridge. Gardant le style rustique, le café artisanal. Les cafés sont devenus non seulement des lieux de boisson, mais des lieux de rencontre, de narration, de partage. J'ai embauché du jeune personnel, j'ai enseigné la préparation du café comme il le préférait, chaque café avec le tatouage d'anneaux entrelacés sur le mur. Symbole subtil. Madame Renée s'asseyait parfois près de la fenêtre de la maison, regardant la mer et souriant, disant qu'elle pouvait vraiment pardonner le passé. Je le détestais autrefois, mon fils, a-t-elle partagé un après-midi, la brise marine rafraîchissante. Mais maintenant, je vois qu'il a essayé. Et toi? Tu es le plus grand des cadeaux. Je suis resté assis à écouter, le cœur chaud. Cette nouvelle vie, paisible, significative, comme une fleur qui éclot des cendres. Je comprends que toute perte, aussi douloureuse soit-elle, peut fleurir si nous savons comment nous en relever. Les nuits à Port Townsend, allongées au son des vagues, je me remémore le voyage. Le café renversé, le tatouage, la salle d'audience. Maintenant, la paix. L'anxiété initiale est devenue de l'espoir. Nous avons survécu et vivons mieux. Maman a planté plus de lavande. Les cafés ont prospéré. La fondation a aidé beaucoup de gens. La vie, en fin de compte, est une question de pardon et de nouveau départ. Dans cette vie simple, j'ai réalisé que je n'étais plus hanté par le passé. Tôt le matin, lorsque le soleil pointait juste au-dessus du Puget Sound, je sortais sur le porche, respirant l'air marin salé,
ressentant une légèreté inhabituelle dans mon cœur. Fini les nuits blanches à penser à Monsieur Baxter à genoux à Arbor Light, aux insultes stridentes d'Hélène à Saint Helena ou à Connor se jetant enragé au tribunal, les yeux rouges. Toute la douleur, le ressentiment et la perte avaient finalement été balayés par les vagues, comme celles qui s'écrasent sur les rochers puis disparaissent, laissant un sable propre prêt pour de nouvelles empreintes. Je me tenais là, tenant un café que je m'étais préparé, regardant maman arroser la lavande sur le porche, et j'ai souri. Madame Renée, les cheveux argentés plus brillants sous le soleil marin, riait maintenant davantage, fredonnant de vieilles chansons de sa jeunesse. Des nouveaux clients au café aujourd'hui, mon fils, a-t-elle demandé joyeusement. Et je savais qu'elle laissait aller, elle aussi. Les années de honte, les regards jugeurs. La vie est parfois injuste, mais la justice se révèle à sa manière. Pas par la vengeance, mais par la vérité et la persévérance. Je pense à cela chaque fois que je m'assois au bord de la mer, les pieds nus dans le sable humide. À Seattle, c'était un cauchemar. Des rumeurs qui se propageaient, des journalistes qui entouraient, les accusations d'exploitation d'Hélène et de Connor. Ils ont tout essayé. Conférences de presse, avocats coûteux, même des appels menaçants anonymes pour annuler le testament. Mais la vérité, comme l'a dit M. Miller au tribunal, n'a pas besoin d'être embellie. Elle a juste besoin de temps pour faire surface, comme les vagues qui se retirent pour révéler des coquillages cachés. Je n'ai jamais cherché la vengeance. Pas de contre-poursuite, pas de diffamation dans les médias, juste le silence, inébranlable avec les preuves. Le papier d'ADN, sa lettre manuscrite, le témoignage du majordome. Maintenant à Port Townsend, je réalise que la vraie justice n'est pas de gagner le procès, mais de continuer à vivre sans le fardeau de la haine. Hélène et Connor ont disparu de nos vies après le procès. Vivant peut-être avec leur part symbolique. Je comprends que la haine ne peut guérir les blessures. Seul le pardon nous permet de nous retrouver. Le pardon n'est pas pour les autres, mais pour libérer son propre cœur. J'ai appris cela lors des après-midi sur le porche avec maman. Madame Renée, mise à l'écart de la vie de Monsieur Baxter, endurant 30 ans de honte silencieuse, parlait maintenant de lui avec douceur. Je le détestais tellement, mon fils, a-t-elle partagé un soir, le coucher de soleil flamboyant sur la mer, je le détestais d'avoir choisi le pouvoir plutôt que nous. Mais cette haine ne me faisait que plus de mal. Pardonner m'a allégé, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que je méritais la paix. Ces mots étaient une leçon de vie qui résonnait en moi. J'ai autrefois été enragé contre Hélène et Connor, leur ricanement au manoir, à l'hôpital, aux funérailles. Mais progressivement, à Port Townsend, j'ai lâché prise. Je leur ai pardonné. Je lui ai pardonné sa faiblesse passée. Je me suis pardonné mon hésitation. Mon cœur est plus libre. Fini l'anxiété. L'amour d'une mère, aussi blessé soit-il, est la seule chose qui m'a soulevé à travers la tempête. Elle m'a appris que la bonté n'est jamais une faiblesse. Maman en est la preuve vivante. Dans les années à Fremont, elle m'a élevé seule, les mains calleuses de la lessive, endurant le mépris sans se plaindre. Elle m'a enseigné, mon fils, la bonté n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elle te maintient debout quand tout s'effondre. À Port Townsend, cet amour s'est montré plus clairement. Elle aidait au café, discutant avec les clients, les pêcheurs, les touristes, les mères célibataires locales avec des sourires chaleureux. Une fois, une jeune mère a partagé ses difficultés à élever un enfant seul, et maman l'a écoutée, puis lui a offert un café gratuit. Vous êtes si forte, ma chérie. J'étais comme vous, mais ça s'améliore. Ces mots m'ont ému, me rappelant les nuits où elle pleurait secrètement à Seattle, mais me réconfortait quand même. Cet amour m'a relevé après le tribunal, les funérailles, chaque perte. Sans elle, je me serais peut-être effondré sous la pression, les médias, les procès, les mots. L'argent peut acheter le pouvoir, mais pas la confiance perdue ou le temps. Le véritable héritage de mon père n'est pas les comptes bancaires, mais les leçons d'honnêteté et de responsabilité. Je médite sur cela, en regardant l'enseigne lumineuse d'Interlock sous le soleil marin. L'immense fortune de Monsieur Baxter, les milliards d'actions de Baxter Arms, autrefois un fardeau, mais maintenant clair. L'argent est un outil. Il achète des manoirs, des voitures de luxe, mais pas les 30 ans qu'il a manqué avec moi. Pas la confiance que Madame Renée a perdue. Le véritable héritage, c'est sa lettre. Regret, foi en ma bonté. J'ai utilisé l'argent de manière responsable.
La Fondation Léonard a aidé des centaines de mères célibataires, des bourses d'études pour leurs enfants, des logements temporaires, des conseils d'emploi. Une fois, une mère a écrit « Merci. Vous nous avez sauvé la vie. » Mon cœur s'est réchauffé en sachant que cela le rachète à travers moi. Pour Baxter Arms, je supervise à distance, assurant une orientation vers des technologies propres, pas des armes ambitieuses. L'argent est maintenant un pont vers le bien, pas le pouvoir, comme le pensait Hélène. Je passe le reste de ma vie à répandre cela, à aider les vulnérables, à financer les mères célibataires, à rembourser ce que j'ai reçu. Les années à Port Townsend s'écoulent paisiblement, mais je n'arrête pas. La Fondation Léonard s'étend. Une succursale à Seattle, des partenariats caritatifs, une formation professionnelle pour les orphelins. Je prends la parole, non pas pour me vanter, mais pour partager, de serveur à héritier, de perdu à en paix. La vie donne des leçons, dis-je lors d'une conférence, et nous devons redonner. Maman, fière. Tu as bien fait. Madame Renée trouve la vraie paix. Les après-midi, elle s'assoit sur le porche, regardant la mer et souriant. Le sourire de celle qui a finalement pardonné à ceux qui l'ont blessée. Je pensais que je détesterais pour toujours, mais la mer a tout emporté, dit-elle en traçant le tatouage. Tristan, derrière le comptoir, regardant les anneaux entrelacés scintiller au soleil, comprend que chaque perte a un sens si nous nous en relevons. Les matins au café, les rires des clients, la torréfaction du café, l'odeur, je le sens clairement. Le café renversé il y a des années était le début. Le tatouage liant le passé, le tribunal enseignant la résolution. La mer enseignant le pardon. Leur histoire rappelle que la sentence la plus lourde n'est pas au tribunal, mais le moment où nous nous faisons face et réalisons que le plus grand trésor de la vie, ce ne sont pas les biens, mais la paix intérieure. À Port Townsend, nous vivons cette vie paisible et significative.